Vous vous intéressez activement à l'astronomie? Si oui, vous avez sûrement souvent rencontré la phrase sacramentelle qui accompagne le paradoxe dans la ferme. Mais où sont-ils tous? Il s'agit des habitants hypothétiques de civilisations extraterrestres, qui ignorent impardonnablement les horizons terrestres depuis trop longtemps. En octobre 2017, la célèbre phrase a partiellement perdu de sa pertinence. En effet, d'après les données du système automatisé de télescope PAN, Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, situé au sommet du volcan bouclier hawaïen Mauna Kea, les environs du système solaire ont été visités par quelque chose se faisant passer pour un astéroïde interstellaire. Les scientifiques n'ont pas tout de suite lié cet objet à l'ufologie. D'abord vu comme une comète, Oumuamua a ensuite été reclassé en astéroïde hyperbolique quelques semaines plus tard. Il convient de noter qu'auparavant, des objets de cette classe n'avaient jamais été observés à travers les oculaires des télescopes terrestres. On aurait pu penser que le battage médiatique autour de l'intrus allait s'arrêter là, mais de façon inattendue, le voyageur a réservé aux scientifiques quelques surprises marquantes. Hubble, abonnez-vous. Les astronomes ont d'abord remarqué la vitesse très élevée d'Oumuamua. L'objet subissait une accélération non gravitationnelle, amenant les spécialistes à conclure trop vite à sa nature cométaire. La vitesse d'Oumuamua, selon sa position dans l'espace, variait de 26 à 88 km par seconde. À titre de comparaison, Sedna se déplace à une vitesse de près de 2,6 km par seconde, tandis que la comète non périodique Bowell atteint 3 km par seconde. Autrement dit, une telle rapidité n'est pas caractéristique des petits corps célestes, ce qui a automatiquement soulevé de nombreuses questions. À quoi donc les scientifiques ont-ils été confrontés? Très probablement, l'astéroïde provient de l'espace profond et, par conséquent, il n'est gravitationnellement lié à aucune étoile. Cela signifie que nous avons affaire à un ermite interstellaire, le premier à être apparu dans les limites du système solaire. En raison de l'exclusivité de l'objet, les données ont été rapidement vérifiées avec le très grand télescope du mont Cerro Paranal au Chili et entièrement confirmées, puisqu'aucune chevelure cométaire n'a été détectée lors de l'observation de l'astéroïde. Il est remarquable que dans le catalogue des objets spatiaux, Oumuamua ait reçu un indice unique I. Cela signifie interstellaire. Ainsi, le deuxième nom de l'astéroïde est 1I 2017 U1. Le premier, plus connu, vient de l'hawaïenne, en référence au lieu de découverte de l'objet, et signifie « messager venu de loin ». Comment se fait-il qu'un corps céleste aussi petit erre de façon chaotique à travers l'univers, sans domicile fixe ? Les astrophysiciens pensent qu'il y a des milliards d'années, Oumuamua a été éjecté par son étoile et erre seul depuis. On suppose qu'une expulsion catastrophique aurait pu être provoquée par l'une des étoiles de la constellation de la Carène. Mais est-ce vraiment aussi simple? Cet étrange visiteur n'est-il pas, par exemple, un fragment planétaire ou même un objet d'origine technologique? Pour commencer, découvrons quels sont les paramètres de cet étrange invité. Selon les données d'observation, notamment celles du télescope de William Herschel et de l'observatoire Hale, il a été établi que l'astéroïde est probablement rocheux et que son diamètre est d'environ 160 mètres. D'autres informations indiquent que l'objet a une forme de cigare, mesurant 30 mètres de large et 180 mètres de long. Malheureusement, compte tenu de la petite taille de l'astéroïde, il n'est pas possible d'obtenir des données plus précises. Mais le fait que la forme d'Oumuamua soit très allongée ne fait aucun doute et suscite la perplexité. Comment se déplace l'ellipsoïde? Étonnamment, il culbute littéralement dans l'espace et se comporte de manière assez chaotique. D'ailleurs, l'analyse spectrale d'Oumuamua a permis de révéler une certaine similitude avec les objets transneptuniens. Sa surface émet la même couleur rougeâtre homogène. Mais la question demeure, pourquoi l'astéroïde a-t-il une forme aussi inhabituelle et tourne-t-il de manière irrégulière? Il est fort probable qu'un tel comportement soit causé par un événement fatal survenu dans un passé lointain. Il se peut qu'Oumuamua soit entré en collision avec une planétoïde ou qu'il se soit retrouvé à l'épicentre d'une explosion stellaire. Nous connaîtrons probablement jamais la vérité. Toutes les conclusions disponibles ont été publiées dans la revue britannique Nature. Voulez-vous savoir où se trouvait l'objet au moment de sa découverte?
Lorsque les astronomes ont repéré Oumuamua, il se trouvait à une distance de 30 millions de kilomètres de la Terre. Mais en se basant sur la vitesse de l'objet, les scientifiques ont calculé qu'un mois plus tôt, l'ellipsoïde s'était approché du Soleil bien plus près que Mercure. En janvier 2019, l'invité rocheux interstellaire a traversé l'orbite de Saturne. Où est Oumuamua actuellement? À l'heure actuelle, l'astéroïde s'approche de Pluton. Ensuite, il quittera progressivement l'étreinte du système solaire, mais cela n'arrivera pas avant 23 millénaires. Certains astronomes, en particulier le professeur de l'université d'Hawaï David Jouett, estiment qu'il n'y a rien de remarquable dans cet astéroïde à part sa forme. Mais peut-on vraiment faire confiance à de telles conclusions catégoriques? Tournons-nous vers des hypothèses alternatives. L'opinion la plus répandue est celle de l'origine artificielle de l'objet. Pour le découvrir, il est même prévu d'envoyer une sonde spatiale qui atterrira à la surface de l'astéroïde. Il est difficile de croire qu'un tel projet sera réalisé. Il faut d'abord résoudre la colonisation de Mars et vaincre le coronavirus. Néanmoins, on étudie les possibilités de créer un moteur à voile laser Starship qui permettrait d'atteindre rapidement l'objet. Mais certains ingénieurs sont convaincus que cela peut être fait en utilisant les technologies existantes si l'on a recours aux manœuvres gravitationnelles et à l'effet Aubert. Alors qu'une sonde spatiale utilisant une voile lumineuse pourrait accélérer trop rapidement et simplement passer à côté d'Oumuamua. Actuellement, une mission appelée Projet Lyra est en cours de développement. On compte beaucoup sur cette mission pour obtenir des informations sur cet astéroïde mystérieux. Mais sur quoi reposent donc les suppositions concernant l'origine extraterrestre de cet objet interstellaire? Se pourrait-il qu'un vaisseau spatial extraterrestre ait enfin visité le système solaire? Robert Urich, le premier à signaler cet étrange astéroïde, pensait-il observer une simple roche ou une navette extraterrestre? Mais assez de questions. Essayons d'examiner le sujet aussi en détail que possible. Compte tenu de la vitesse trop élevée et de la forme inhabituelle de l'objet, on peut vraiment supposer qu'il s'agit soit d'une sonde de reconnaissance, soit d'un vaisseau spatial ayant perdu le contrôle. Rappelez-vous les culbutes inhabituels d'Oumuamua. Ces idées sont exprimées par Avi Loeb, professeur au Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian et membre de l'Académie internationale d'astronautique, qui avance des arguments raisonnables. Avant tout, l'astronome insiste sur le fait que les astéroïdes ne peuvent pas avoir une forme cylindrique aussi prononcée. Imaginez simplement un objet rouge vif, allongé, changeant de luminosité de façon irrégulière et se déplaçant de manière assez imprévisible. Cela ressemble-t-il à un petit corps céleste connu de la science moderne? Il est plus logique de penser qu'il s'agit d'un objet fabriqué, preuve possible d'une vie intelligente extraterrestre. Jason Wright, chercheur à l'Université de Pennsylvanie, partage le même avis, mais les opposants de Loeb et Wright restent inflexibles. Ils affirment qu'Oumuamua n'avait pas initialement la forme d'un cigare. Il s'est allongé en passant près d'un objet massif, comme par exemple un trou noir. Pour le prouver, une simulation informatique a été réalisée, illustrant clairement ce processus. Et malgré tout cela, on ne peut s'empêcher de voir des analogies avec le roman d'Arthur Clarke, Rendez-vous avec Rama. Selon l'intrigue, une patrouille spatiale découvre par hasard dans le système solaire un objet de forme cylindrique, initialement pris pour un astéroïde. De plus, pourquoi n'avons-nous jamais observé un objet similaire pendant toutes les années de recherches astronomiques? Si sa silhouette exotique s'explique aussi simplement, il devrait exister bien plus de petits corps célestes similaires. La deuxième question qu'Abraham Loeb a posée au public était la suivante. Pourquoi Oumuamua est-il si brillant? Un objet rocheux et poussiéreux ne réfléchit pas la lumière aussi activement que cet étrange visiteur. Cela ne veut-il pas dire que sa surface est métallique? Et le dernier, l'argument le plus important du professeur d'université, concerne l'accélération autonome de l'astéroïde. En fait, le mouvement de l'objet ne ressemble pas à un vol uniforme d'un boulet de canon. Au contraire, de temps en temps, il accélère spontanément. C'est quoi? On essaye de démarrer les moteurs. Dans ce contexte, les opposants tentant d'expliquer ce phénomène par des jets de gaz et de poussière échappés de la surface chauffée de l'astéroïde semblent peu convaincants et ridicules. Alors pourquoi, en passant près du Soleil, Oumuamua ne s'est-il pas comporté comme une comète et n'a-t-il émis aucun jet de ce genre?
En somme, la question du véritable statut de cet objet interstellaire reste à ce jour ouverte, ce qui laisse place à toutes sortes de spéculations pseudo-scientifiques. Pendant ce temps, l'astéroïde, ou si vous préférez, le vaisseau spatial, quitte rapidement le système solaire après avoir intrigué les habitants de la Terre. Avouez-le, n'avez-vous jamais rêvé de voyager dans une machine à remonter le temps ? Et en effet, pourquoi ne pas revenir au siècle passé, ou même admirer la Terre au commencement des temps ? Si vous n'avez pas encore de capsule temporelle, la chaîne Hubble se fera un plaisir d'assumer ce rôle pour vous. D'ailleurs, après un certain laps de temps, notre propre planète deviendra une sorte de portail transportant l'humanité dans le passé. Attention, le processus est déjà lancé. En fait, dans environ 300 millions d'années, les contours des continents reviendront à leurs paramètres d'usine et se regrouperont en un continent titanesque, la Pangée, d'une superficie de près de 150 millions de kilomètres carrés. À quoi ressemble la carte du monde moderne à laquelle nous sommes tous habitués ? Actuellement, il y a 6 continents sur la planète. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Eurasie, l'Australie et l'Antarctique. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Les géophysiciens sont convaincus que, durant l'existence de la Terre, plusieurs supercontinents se sont formés à sa surface, parmi lesquels Keenorland, apparu il y a près de 3 milliards d'années, la Nuna paléoprotérozoïque et la Rodinia précambrienne. Mais parfois, ils se réunissaient pour former de véritables monstres, des supercontinents, dont le plus célèbre est la Pangée. Les supercontinents se distinguaient par leur dimension incroyable, car ils contenaient pratiquement toute la croûte continentale terrestre. Ainsi, la Pangée était d'une taille monstrueusement gigantesque, et elle était entourée par l'océan Pantalassa, véritablement infernal. Au fil des millions d'années, la géographie mondiale évoluait jusqu'à sa forme actuelle. La Pangée s'est divisée en Gondwana et l'Eurasie, puis s'est ensuite séparée en 6 continents différents. Mais par analogie avec l'univers qui, selon certaines théories, est destiné à revenir à un point de singularité, le supercontinent renaîtra à nouveau dans environ 250 millions d'années, absorbant tous les continents existants. Quelle menace de telles métamorphoses radicales représentent-elles pour l'humanité ? Il s'avère qu'après la redistribution des continents, la Terre deviendra un endroit extrêmement inconfortable pour y vivre. Pour commencer, quelques informations scientifiques à l'appui. Les scientifiques ont découvert depuis longtemps que les continents ne restent pas en place, mais dérivent en permanence. Les déplacements à court terme, bien sûr, sont minimes, jusqu'à 7 cm par an. C'est à peu près la vitesse à laquelle poussent les ongles humains. Mais petit à petit, tout cela conduira à la réunion des fragments de la croûte terrestre en un supercontinent que les géologues ont déjà baptisé Pangée Ultima. Elle porte aussi d'autres noms, Néo-Pangée, Pangée Proxima ou Pangée 2. Nous expliquerons un peu plus tard d'où vient cette confusion linguistique. Mais l'essentiel reste le même. Dans 250 à 300 millions d'années, tout changera radicalement. En 1974, le géophysicien canadien John Tusa Wilson a proposé que la formation des supercontinents obéissait à un cycle. Cela signifie qu'ils apparaissent une fois tous les 200 à 600 millions d'années. 13 ans plus tard, le géologue américain Christophe Scotese a soutenu cette théorie et a même donné un nom au futur supercontinent, la Pangée Ultima, la dernière Pangée. Plus tard, il a réalisé s'être remporté, car ce conglomérat ne sera sans doute pas le dernier. Il a donc renommé Pangée Proxima, soit la prochaine Pangée. Il convient de noter que les deux noms se sont parfaitement imposés dans la communauté scientifique et jouissent de la même popularité. Comment le processus de transformation va-t-il commencer ? Très probablement, cela commencera avec la formation du supercontinent Amazie, qui apparaîtra dans environ 50 millions d'années et dont le centre sera situé au pôle Nord. Encore 200 millions d'années plus tard, l'Amérique du Nord se renversera littéralement, si bien que l'Alaska glacial deviendra des subtropiques chauds et humides. Il en sera de même pour les vastes taïgas rigoureuses de Sibérie. Pendant ce temps, le Royaume-Uni s'approchera de l'Arctique. Les mers disparaîtront, y compris la Méditerranée, et à leur place surgiront des chaînes de montagnes, sortes de cicatrices marquant les lignes de jonction des continents. Quelle est la plus haute montagne de la Terre à ce jour ? Même les écoliers le savent.
Son nom est Everest ou Jamalungma, dont la hauteur atteint presque 9 km. Mais ce n'est pas du tout la limite, car dans les vastes étendues de Paneya Proxima, les sommets seront bien plus imposants, même s'ils n'atteindront probablement pas la taille de l'Olympe martien de 26 km. Au centre de la Pangée, une mer intérieure de taille assez considérable s'étendra, de sorte que les gens n'auront plus à choisir entre la mer Égée, la mer Ionienne ou la mer Morte. En dehors de l'océan, seul ce vaste plan d'eau sera accessible. Il ne faut pas croire que ces vastes régions seront densément peuplées d'autochtones heureux. La majeure partie du supercontinent sera recouverte de déserts inhospitaliers et infranchissables, tandis que ses extrémités seront ornées d'une chaîne de montagnes. Le climat deviendra méconnaissable. Les habitants de la Pangée Proxima subiront des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis d'une force incroyable. Mais la menace la plus terrifiante sera l'hypergane. Ce cyclone, inconnu de l'humanité moderne, appartient pour l'instant à la catégorie des phénomènes hypothétiques. Mais sur le futur supercontinent, l'hypergane deviendra une réalité quotidienne. Quelles sont les causes de l'apparition de ce phénomène atmosphérique mortel ? Un cyclone tropical exceptionnel peut se former si la température de l'océan mondial atteint 50 degrés, bien plus que tout ce qui a été enregistré sur Terre. De tels niveaux sont provoqués par une activité volcanique ou tectonique excessive de la planète, la chute d'un gros astéroïde ou un réchauffement significatif à l'échelle planétaire. Certains scientifiques attribuent la mort des dinosaures aux hyperganes. Il paraît qu'après la chute de la comète, une série de tornades monstrueuses a balayé la Terre, avec des vents atteignant 800 km à l'heure. Le plus effrayant, c'est que les ouragans modernes ont une échelle qui détermine les limites de la force destructrice du vent, alors que l'hypergane peut croître à l'infini. Pour lui, il n'est rien de plus facile que de s'étendre jusqu'à la taille de l'Amérique du Nord et de provoquer des vagues de marée atteignant 20 mètres de hauteur. De plus, de tels vents sont même capables de détruire la couche d'ozone de la planète. Mais ce ne sont pas là toutes les surprises qui attendent les gens qui vivront sur Terre dans 250 à 300 millions d'années, si la planète ne cesse pas d'exister plus tôt pour une raison ou une autre. Sur fond de destruction constante provoquée par des catastrophes naturelles pratiquement incontrôlables, les guerres et les pandémies deviendront de plus en plus fréquentes et la faim deviendra un problème permanent, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de l'humanité. Les gens n'auront tout simplement plus le temps de mener une vie normale et productive, car ils devront constamment lutter simplement pour survivre. Et ce n'est que le début. La désertification mondiale des sols entraînera une réduction significative du nombre d'espèces de flore et de faune, ainsi que l'extinction de nombreuses espèces. Les zones climatiques seront redistribuées de manière chaotique. L'Afrique évoque-t-elle toujours pour vous une chaleur insupportable ? Alors, nous avons une bonne nouvelle. Sur le supercontinent néo-Pangée, tout sera complètement différent. Sur les territoires de pays comme l'Algérie, la Libye ou le Maroc, un froid glacial s'étendra. Mais la terre de la France, de Yossif et l'Antarctique pourrait bien devenir un jardin d'Éden où les agences vendront des voyages à prix d'or. C'est pourquoi la phrase du héros de la célèbre comédie soviétique à propos d'un séjour en sanatorium à Magadan ne semblera plus drôle. Quels sont les avantages de vivre sur un continent aussi vaste ? Comment les habitants organisent-ils le transport sur de si grands territoires ? Peut-être qu'à ce moment-là, l'hyperloop d'Elon Musk aura déjà entièrement entouré la planète. Cependant, le train à très grande vitesse du futur devra s'enfoncer sous terre, car les terrifiants hyperganes peuvent littéralement arracher la tour Burj Khalifa de ses fondations. Sans même parler d'un quelconque tunnel sous vide. L'aspect des villes et des pays deviendra méconnaissable, les valeurs seront réévaluées, les priorités changeront et la géopolitique évoluera. En effet, les États deviendront beaucoup plus proches les uns des autres, acquérant de nouveaux voisins. Par exemple, pour aller de la Russie aux États-Unis d'Amérique, il ne sera plus nécessaire de traverser l'océan Atlantique, car il disparaîtra de la carte du monde et sera remplacé par un plan d'eau d'une taille incroyable, où toutes les mers et océans se fondront. On pourrait penser que ces eaux deviendraient un véritable paradis, peuplé de créatures marines exotiques et de plantes luxuriantes. Mais là aussi, les gens du futur seront déçus, car l'apparition du supercontinent recouvert de déserts morts entraînera une diminution de l'oxygène sur la planète, ce qui obligera également les habitants de l'océan à le rationner.
Soyez honnête, aimeriez-vous vivre dans ce monde nouveau et étrange ? C'est une question controversée, surtout si l'on prend en compte l'ampleur des cataclysmes auxquels l'humanité n'a encore jamais été confrontée. Est-il possible d'arrêter le processus de dérive des continents et de prévenir la formation éventuelle de la Pangée Proxima ? Malheureusement, à ce stade, c'est irréalisable, même si la science progresse et que peut-être l'un d'entre vous trouvera une solution. Après tout, nous avons la perspective de construire une colonie sur Mars. Et si, dans 300 millions d'années, l'humanité partait vivre sur Mars, laissant la Terre comme réserve pour les marginaux ? Cependant, nous sommes allés trop loin. Il reste encore du temps pour prendre conscience du problème et essayer de le résoudre. Tant que toute la Terre, c'est ainsi que se traduit le mot Pangée, ne s'est pas encore transformé en un seul bloc de pierre balayé par des hypercanicules meurtrières. À quoi ressemble le son de l'espace ? Et y a-t-il vraiment un son dans l'espace ? La littérature fantastique va rarement jusqu'à décrire en détail la propagation du son dans les profondeurs de l'espace, ce qui n'est pas le cas du cinéma mondial. Tout le monde se rappelle du grand boom marquant la disparition de l'étoile de la mort dans la saga épique Star Wars de George Lucas. Et bien sûr, nous avons tous eu des doutes sur le fait que cela devait vraiment sonner comme ça. Peut-être que celui qui a le mieux parlé de la propagation du son dans l'espace, c'est Ridley Scott, qui a inventé le slogan de son film d'horreur de science-fiction Alien. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Ce slogan paraît très vrai, non seulement à cause des immenses distances dans l'espace, mais aussi de la façon dont le son se propage. Quels points essentiels retenir des bases ? Le son est un type particulier de vibration dans différents milieux et corps, par exemple à travers les particules de l'air, des liquides ou des solides. C'est ce qu'on appelle une onde longitudinale. Il existe sous plusieurs formes, mais la plus courante pour nous est l'onde longitudinale dans les gaz. Le son se propage plus rapidement dans les gaz légers et plus lentement dans les gaz lourds. Rappelez-vous les blagues avec l'hélium dans les ballons, quand vous rendez votre voix beaucoup plus aiguë. C'est un excellent exemple de l'influence des gaz légers sur la propagation du son. En plus de cela, le son peut se transmettre à travers presque tous les milieux physiques possibles. Vous pouvez entendre votre voisin à travers le mur ou un plongeur profondément sous l'eau. La qualité de la transmission du son sera différente, mais grâce à certains dispositifs, nous pourrons détecter ces sons sans problème. Parfois, l'oreille nue suffit. Alors, quel est le principe ? Pour simplifier, la transmission du son nécessite les briques de l'univers, les molécules. Le son se propage sous forme d'onde et une onde ne se déplace pas sans molécules. L'espace est silencieux parce qu'il est pratiquement vide. Sa densité n'est que de 10 atomes par mètre cube, alors que la densité de notre atmosphère est d'environ 10 septillions d'atomes. Autrement dit, la transmission du son nécessite une certaine densité de matière. Si la densité de molécules dans le vide est très faible aujourd'hui, il y a des milliards d'années, la situation était différente. Peu de temps après le Big Bang, tout l'univers était une sphère de plasma incandescent, suffisamment dense pour que le son puisse s'y propager. Les ondes de choc de la formation de l'univers ont également secoué l'espace, créant un bourdonnement cosmique. Aurions-nous pu l'entendre si, d'une manière fantastique, nous nous étions retrouvés là-bas ? Très probablement, non. Ce bourdonnement résonnait à des fréquences si basses que l'oreille humaine ne l'aurait pas perçu. Autrefois, l'espace était empli de sons, alors qu'aujourd'hui, il y règne un silence presque total. Cependant, ce n'est pas une raison d'être triste. Nous devons remercier les propriétés du vide. Pourquoi ? Imaginez seulement, si le son se propageait dans l'espace, nous serions sans cesse tourmentés par un vacarme fou, dont la source serait notre astre de feu, le Soleil. Craig de Forest, scientifique héliophysicien, estime que l'objet le plus bruyant de notre système stellaire pourrait bien être le Soleil. Il pourrait en effet s'avérer incroyablement bruyant. En effet, à l'intérieur de notre étoile se produit un tourbillon perpétuel de plasma surchauffé. Les réactions nucléaires font flamboyer notre étoile, mettant en mouvement de lourdes cellules convectives de gaz brûlants qui montent et retombent sur toute la surface du Soleil.
Selon les calculs préliminaires, chacune de ces cellules est capable d'émettre de 100 à 300 watts d'énergie sonore par mètre carré. Pour mieux se représenter la puissance de ce son, imaginez que c'est à peu près le même niveau sonore qu'une sirène de police. Après quelques calculs simples, en tenant compte du fait que la surface de notre astre est environ 10 000 fois plus grande que celle de la Terre, il ne vous reste plus qu'à imaginer la surface de 10 000 planètes de la taille de la nôtre, recouvertes de sirènes de police toutes allumées à plein volume. Il est difficile d'imaginer comment l'humanité pourrait survivre à ce vacarme effroyable. Heureusement pour nous, nous sommes protégés par le vide de l'espace, mais nous vivons nous-mêmes dans un monde d'une incroyable diversité sonore. Nous entendons le chant des oiseaux par la fenêtre, la circulation des grandes villes et le clapotis des vagues. La Terre est remplie de sons. On a l'impression que notre monde est la seule île de vie et de son. Mais est-ce vraiment le cas? Je vous invite à imaginer un voyage à travers les planètes du système solaire. Imaginons que nous puissions entendre ce qui se passe dans ces mondes à la fois lointains et proches. Par où pouvons-nous commencer notre odyssée sonore? Commençons par Mercure, la voisine la plus proche du bruyant Soleil. À la surface de Mercure, il règne pratiquement le vide, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de son du tout là-bas. Cependant, il y en a, pas dans l'atmosphère, mais peut-être dans la roche. Le refroidissement est une étape initiale du développement ordinaire des planètes. Mercure en fait également partie. Pendant ce temps, le volume de la planète diminuait et son enveloppe, composée de roches qui s'est refroidie et s'est solidifiée d'une certaine manière plutôt que le noyau, devait se contracter. Ce processus a provoqué la fissuration de la surface du péricarde de Mercure et le glissement d'angle des fissures les uns sur les autres. C'est là qu'une sorte d'écaille s'est formée, et à cet endroit, à son tour, une des couches de roche a été poussée sur une autre. Ainsi, le passé de Mercure est lié au son qui accompagne les secousses. Jusqu'à présent, seul un module d'atterrissage équipé d'un sismomètre aurait pu déterminer s'il y a de telles secousses sur Mercure. Prochaine étape, Vénus. En raison de son atmosphère très dense, bien plus dense que celle de la Terre, les sons y ressemblent beaucoup à ceux que nous pouvons entendre sous l'eau. Imaginez que vous vous retrouviez dans une gelée épaisse, à une température d'environ 480 degrés Celsius. Au début des années 80, l'atterrisseur soviétique Venera 14 a réussi à se poser sur la surface de la planète. Pendant l'heure qu'il a passée à la surface de la planète, il a enregistré le hurlement des vents vénusiens. En plus de cela, les observations de Vénus nous ont montré que dans son atmosphère dense, on peut souvent voir des éclairs de foudre. Et savez-vous ce que cela signifie? Cela veut dire que nous pourrions entendre le tonnerre gronder. Et qu'en est-il de la planète rouge? Le son sur Mars diffère de celui de Vénus dans l'autre sens, car son atmosphère est très ténue par rapport à celle de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de molécules. Le plus intéressant, c'est que nous ne le savons pas par des suppositions théoriques. Mars est la principale destination des expéditions scientifiques depuis la Terre. 8 satellites artificiels de différents pays fonctionnent en orbite autour de Mars et à la surface, 3 stations automatiques américaines et une chinoise se déplacent. Et ce n'est qu'en 2021. La National Aeronautics and Space Administration a publié sur Twitter un enregistrement audio capté par le rover Perseverance.
sur lequel on peut entendre un léger crépitement statique et un fort grondement, qui serait apparemment causé par de puissantes rafales de vent martien. Mais grâce à la force de notre imagination, nous nous retrouvons au milieu du désert martien. Qu'entendons-nous? En réalité, la palette de sons qui nous attend n'est pas si vaste. Des rafales de vent lointaines, le crépitement sec du sable frappant la combinaison spatiale et le grincement sourd du sol sous les pieds. L'effet principal sur la propagation est dû à la composition de l'air. L'atmosphère est presque entièrement composée de dioxyde de carbone qui absorbe les hautes fréquences. Tout son dans une telle atmosphère devient plus étouffé. Notre route nous mène vers des frontières de plus en plus lointaines du système solaire, en avant, vers Jupiter et au-delà. Nous savons que Jupiter n'a pas de surface solide. La planète est entièrement composée de gaz qui se densifient vers le centre et deviennent liquides à un certain point. Tous ces beaux tourbillons visibles sont causés par la différence de température et de pression dans les différentes couches du géant gazeux. Qu'en est-il du son? Eh bien, tout comme sur Vénus, nous pouvons observer des éclairs, ce qui indique aussi la présence de coups de tonnerre. Saturne, Uranus, Neptune et Jupiter sont surtout composés d'hydrogène et d'hélium. Ces deux gaz sont plus légers que l'atmosphère terrestre. La tonalité du son y serait plus élevée, mais les différentes couches des atmosphères des différentes planètes modifient chacune à leur manière les propriétés du son. Titan, satellite de Saturne, est le seul connu à avoir une atmosphère plus épaisse que la nôtre, composée de méthane et d'azote et très froide. Et imaginez seulement qu'il pleut du méthane sur Titan. En général, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que Titan est un monde extrêmement inflammable. Heureusement, sans oxygène sur Titan, la combustion est impossible, sinon la planète aurait déjà explosé. En 2005, la sonde Huygens a enregistré un enregistrement audio lors de sa descente à la surface à travers l'épaisse atmosphère. Imaginez seulement si vous vous trouviez à la surface de ce lointain satellite, vous pourriez entendre un murmure presque terrestre et des gouttes. Mais ce son ne viendrait pas des lacs et rivières familiers pour nous, mais de véritables cascades de méthane. L'espace cosmique est principalement constitué d'étendues désertiques où il n'y a pas de milieu pour la propagation du son. Bien sûr, c'est une affirmation absolument correcte, mais la force de l'esprit humain et de l'imagination ne reconnaît souvent aucune barrière. Wanda Dias-Mercet, scientifique astrophysicienne de l'Observatoire astronomique sud-africain, est passionnément amoureuse de l'étude des lointains sursauts gamma. Après une terrible tragédie survenue à Wanda lorsqu'elle avait 20 ans, elle a perdu la vue.
Elle n'avait qu'une seule chance de continuer à travailler dans le monde scientifique, de s'adapter, d'entendre la musique de l'univers. Il faut dire qu'elle a brillamment relevé ce défi. Vanda et ses collègues ont mis au point une méthode. Elle interagit avec des données statistiques absolues et les transforme en petites compositions numériques ondulatoires, par exemple, qui dépendent de l'intensité des oscillations et de la taille de l'objet cosmique. L'analogue sonore modifiera aussi sa sonorité. Cette technique intéressante a-t-elle un nom ? Oui, c'est la sonification, soit la conversion d'informations en signaux audio, mais nous, arrivant à la fin de la vidéo, savons déjà que ces sons ne sont en aucun cas la seule musique de l'univers. Il doit y en avoir encore beaucoup d'autres, bien réels, et pas seulement des sons synthétisés à l'aide des algorithmes du système. Oui, elles semblent exister sur de petits îlots, au cœur d'immenses océans de vide silencieux, mais l'univers n'est pas muet. Elle nous parle et nous, en retour, devons l'écouter en utilisant toutes les forces de notre esprit et de notre imagination. C'était la chaîne Hubble avec vous, et nous espérons que notre vidéo vous a plu. Ne partez pas trop loin, beaucoup d'autres choses intéressantes vous attendent bientôt. À bientôt!
Regardez les captures d'écran affichées actuellement, ce sont des statistiques YouTube. Que signifient-elles? Actuellement, 57% des spectateurs de cette chaîne regardent sans abonnement. C'est justement l'essence même de mon message pour vous. Donc, pour ne pas perdre câble à cause de l'absence d'abonnement, il vous suffit simplement de cliquer sur ce bouton rouge, qui ressemble à ceci et se trouve juste en dessous de cette vidéo. La loi de l'univers est simple, souvenez-vous-en, car chacun de vos abonnements est très important pour moi. Plus il y a de spectateurs, plus ils regardent et mettent des likes, plus vite une nouvelle vidéo méga passionnante sortira. À bientôt.